Siroton le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Siroton le houblon. On se retrouve pour un déjà 4e épisode, enfin mini-sode. Et après avoir parlé donc de bière, de brasseur ou de caviste, on va cette fois-ci aborder un sujet un peu différent, mais toujours dans le domaine de la craft. On va parler des sacs à bière. Et je parle pas des gens accoudés derrière les comptoirs, mais bien de sacs pour transporter sa bière. Parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Constant de la Sacherie Parisienne, qui produit donc des sacs réutilisables pour transporter sa bière aux différents événements ou même pour l'emmener à la poubelle. Donc bonjour Constant. Merci beaucoup de nous recevoir et de t'intéresser à nos sacs. Et bah, c'est avec plaisir. Parce nous que aussi, on te connaissait un peu, ça nous fait plaisir que tu t'intéresses à nous et tu nous donnes une petite vitrine aussi. Merci beaucoup. Ouais. Bah, comme je le disais en introduction, nous, on a souvent parlé du milieu brassicole assez largement, mais pour le moment, on a parlé avec des brasseurs, des cavistes, des beer geeks. Mais c'est vrai que là, on est sur un domaine un peu satellite, mais qui reste très intéressant. Donc moi, ça me tenait à cœur aussi d'aborder ce sujet quand j'ai découvert ton activité. Parce que, comme on le disait en off, moi, des sacs comme ça pour transporter des bières, j'en ai cherché mais pendant des mois et c'est très difficile à trouver. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc on va l'aborder un peu plus en détail ensuite. Mais... Ouais, carrément. Et puis, il ne faut pas oublier que dans la bière, c'est assez lourd. Hein. C'est des bouteilles en verre remplies de liquide. Ouais. Donc le transport, c'est une problématique. Bon, on en parlera aussi plus tard. Mais quand tu l'achètes, il faut la transporter du point d'achat au point de dégustation. Ouais. Ou de conservation. Et puis, une fois que tu l'as bu, il faut aller la recycler. Et on connaît tous la bière qui se renverse un peu partout, etc. Donc, on s'est dit qu'une solution durable pour ce problème avait toute sa place, notamment dans le milieu de la craft. Et on verra plus tard, je pense, on ira plus en détail, mais on verra qu'on a essayé vraiment d'être dans l'esprit craft jusqu'au bout. On parle de bière, on va peut-être en ouvrir une déjà pour commencer. Carrément. Hop, je vais t'emprunter le décapsuleur qui est sur la table. Et pour commencer, on va faire un petit rappel à un épisode qu'on avait déjà enregistré précédemment. C'était le 6e, 5e, je ne sais plus, celui qu'on a enregistré avec la biérothèque sur le métier de caviste. On avait eu comme invité, entre autres, Mathurin, qui est caviste à la biérothèque, mais qui est aussi brasseur amateur. Et donc là, on a une de ses créations qui s'appelle la déconfiture. Hop. Je me sers, mais le glouglou, voyons. Le glouglou. Je crois que j'ai un peu ruiné ton sol. Écoute, il en a connu d'autres des bières renversées. Ouais, bon, désolé. Hop. Merci. Juste un petit peu les niveaux. Et donc, il s'agit d'une saison acidulée à la rhubarbe. Alors, on en avait vaguement parlé avec Mathurin pendant l'épisode avec la biérothèque, justement, sur ses créations. Il a toujours un style un peu particulier, très décalé, on va dire, de ce qui se fait dans le milieu de la craft, un peu à la mode. On n'est pas sur des grosses IPA houblonnées et compagnie. Et donc là, ouais, on est sur une saison qui est donc avec de la rhubarbe, comme je l'ai dit, et qui est brassée, entre autres, avec des levures sauvages qu'il capture lui-même. Donc il développe sa propre souche de levure. Donc là, on est sur une bière qui titre quand même à 6,8 degrés. Donc c'est pas forcément le plus léger qui puisse exister pour une saison. Heureusement qu'on la partage alors. Ouais, voilà. Et donc on va voir, moi j'ai déjà goûté 2-3 bières de chez lui, de ce qu'il faisait. Donc là, c'est vraiment des trucs qu'il brasse lui-même dans son appartement, maison, je ne sais pas. Mais c'est des petits volumes. Il fait bénéficier de ces petits volumes-là en fait, régulièrement à quelques beer geeks pour avoir des retours. Et il devrait pouvoir se lancer un peu plus professionnellement prochainement parce qu'il va lancer et gérer le brewpub de la biérothèque à Toulouse. Donc ils vont brasser leur bière eux-mêmes. Donc je ne sais pas s'il pourra faire des recettes aussi originales à chaque fois, mais clairement, dans ce que j'ai goûté chez lui, il y a toujours eu des trucs très sympas et un peu funky, on va dire. Ok, bah alors moi je suis un très grand amateur, mais je ne vais pas vous faire de dégustation poussée, je te laisse ça. Elles sont bonnes, elles sont super bonnes. Elles sont très bonnes. Je ne sais pas si on retrouve réellement la rhubarbonnée, mais on ressent le côté un petit peu acidulé, donc je pense que ça vient aussi de là. Parce que, de toute façon, non, en bouche, oui. En bouche, ouais, ok. On est sur une saison acidulée, donc forcément. Ouais, on a bien la rhubarbe en bouche. Et
Elle est très, très légère, bien équilibrée. Enfin, très légère, on est à 6-8, on les sent pas. Ouais, on les sent pas. C'est très c'est acidulé, Merci mais pas beaucoup d'avoir acide. ramené, elle est très bonne. Elle est vraiment sympa, ouais. Et Je crois que je le suis sur Instagram, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir la goûter, donc c'est une super... ouais, bah, découverte. j'ai goûté de chez lui hier, que j'ai pas encore partagé sur les réseaux sociaux, mais j'ai goûté une autre saison acidulée. Je crois que c'était une saison acidulée qui était à la... C'était vanille myrtille. C'est pareil. Encore Non, on un reste truc quand même très- sur des choix audacieux. Ouais. Ouais, bah, il fait un truc, je sais pas si tu connais les groutes. Ouais, c'est comme une bière à l'ancienne où on remplace le houblon par des différents types d'herbes. Donc c'est pareil, lui il fait ça de son côté, des choses qu'on ne trouve pas forcément chez les brasseurs et les brasseries Donc là, tu artisanales. fais des jaloux, en fait, puisqu'on peut pas la trouver. Très peu. D'accord. Mais, Donc j'ai doublement chancé. mais ouais, c'est très sympa. Et donc ouais, bah, j'ai d'autant plus hâte qu'il se lance de manière un peu plus professionnelle, parce que si on peut retrouver ces bières distribuées en France, ça peut être très sympa. Ce serait super, ouais. Bon, maintenant qu'on a des bières, on va parler un petit peu de ton activité, de ce que tu fais. Et je voulais juste commencer avec une question avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est toi, quel est ton rapport avec la bière craft? Comment t'en es venu à vouloir avoir une activité qui est liée à la craft? Alors, déjà, j'ai 25 ans. Je sors des années, on va dire, de la jeunesse où l'alcool n'est pas forcément associé à qualité, mais parfois plus à quantité, même si j'ai jamais été dans les excès. J'ai jamais été le plus excessif, on va dire. Mais bon, dans la norme, donc c'est déjà pas mal de consommation festive. Et puis on se demande pas trop qu'est-ce qu'on boit. Et en allant, alors c'est pas de la craft, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en allant en Belgique, j'ai quand même découvert des bières un peu plus sérieuses, un peu plus alcoolisées. Mais donc ça, c'est pas forcément ce que je recherche, mais surtout des saveurs beaucoup plus diverses, etc. Et c'est là que j'ai eu l'idée en fait de la sâcherie, puisque c'est là que j'ai vu qu'il y avait des bières qui étaient déjà plus chères que ce que moi j'avais pu connaître en grande surface. Et donc c'est des produits qui sont de qualité et qu'on doit transporter comme il se doit. Donc en Belgique, ils vendaient des petits sacs qui ressemblent au moins, évidemment, bien moins beaux, mais voilà. Des petits sacs pour transporter la bière. Et j'avais remarqué qu'en France, on vendait de plus en plus de bières à l'unité et je ne trouvais pas ces sacs-là. Et c'est finalement en m'intéressant beaucoup plus au marché de la bière française que j'ai plus découvert les bières craft, et notamment en allant dans les cavistes parisiens que j'ai pu notamment démarcher, mais avant tout rencontrer en premier lieu, donc Super Bière, Biérocratie, d'autres, évidemment maintenant j'ai plus les noms en tête, la Moustache Blanche. En général, quand on passait pour se renseigner, on prenait toujours une ou deux bières dans le magasin pour découvrir, déguster. Et puis, en n'y connaissant pas grand-chose, je me laissais souvent conseiller. Je vous le conseille, hein, quand vous allez chez votre caviste, faites-lui confiance. En général, il sait bien mieux que nous. Il sait très bien, et puis c'est bien de sortir de sa zone de confort au niveau dégustation. Donc j'ai pas la prétention de m'y connaître, mais c'est comme ça que j'ai appris à apprécier, et que maintenant je fais beaucoup plus attention à ce que je bois. Et voilà, c'est principalement ça mon cheminement avec la bière craft. Et puis c'est en plus un milieu où les gens sont pour la plupart très sympas, et clairement, où on peut relier le produit à, dans 90% des cas, une région, puisque la bière craft est locale très souvent, elle est artisanale, donc évidemment made in France, elle est faite par des gens passionnés, puisque c'est quand même pas mal de travail, et toutes ces choses-là font que c'est des produits qu'on a plaisir à consommer comme un bon vin ou comme un produit de qualité, je sais pas, la viande de votre boucher ou le fruit de votre maraîcher. C'est à peu près la même chose. C'est redécouvrir un produit qu'on connaît tous, parce que tout le monde connaît la bière, et puis voilà, passer au niveau au-dessus. Il y a un truc très juste qui, moi, m'était un peu passé à côté, parce que ça fait longtemps que je suis dans le milieu de la craft et du coup je le vois plus forcément, mais oui, quand on va dans une cave, la bière craft est vendue à l'unité, dans 99% des cas. C'est pas comme quand tu vas acheter ta bière au supermarché où tu as ton pack, donc du coup on a souvent ce problème du transport, que ce soit pour ramener la bière de chez son caviste à chez soi, ou après pour l'amener de chez soi chez ses amis pour les soirées. Souvent, quand on est chez son caviste, on repart soit avec les bières en vrac dans son sac à dos, soit avec une
un petit sac en papier, pas forcément très adapté. Il y a les sacs en papier, il y a les petits... On peut citer une marque ou bien sûr. Comme vous connaissez tous les packs de Corona, mais en non brandé, là, qui existent énormément, dont beaucoup de cavistes se servent. Et je trouve ça très bien, parce que ça préserve le produit qui ne va pas se renverser, qui ne va pas se choquer, les bières ne vont pas se choquer les unes entre elles. Mais ça vous demande quand même de faire un peu attention à ce truc en carton, parce que quand vous l'humidifiez, au bout de 2-3 fois, si vous mettez des bières fraîches en plus dedans, c'est pas dit que vous puissiez vous en servir indéfiniment. Mais c'est une bonne solution, je trouve, par rapport à des tote bags où les bières vont se choquer au fond du sac, se renverser. Il y a le résidu du fond qui est dans la bière après, c'est pas très agréable. Donc il y a des solutions qui existent. Nous, ce qu'on avait vraiment identifié, c'est qu'il n'y avait pas de solution durable, des objets que vous allez garder en fait. Un sac en craft ou un petit pack en carton, vous allez a priori pas le garder. Donc c'est un peu le constat qu'on s'était fait, c'est à ça qu'on a essayé de remédier. Donc, du coup, en fait, c'est un peu de là que vient donc, toi, l'idée de faire ces sacs. Donc, tu les as découverts en Belgique, comme tu le disais, et tu as vu que la solution n'était pas existante en France. Yes. Tu es venu l'apporter, mais du coup, un peu à ta manière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toi, tu ne veux pas réutiliser un système d'importation, de travail avec la Chine, de produits, on va dire. Clairement. L'ennemi, c'était de se dire, on prend la facilité, qu'est-ce qu'ils font les Belges ? Alors, je ne suis pas sûr à 100%, mais le sac que j'ai pu acheter en Belgique, je l'ai retrouvé par ailleurs sur Alibaba. Donc, je pense quand même pouvoir affirmer, avec les mêmes options de customisation, etc. Donc, je crois que quand même celui que j'ai acheté est un Made in China, que je trouvais à 40 centimes sur Internet et que j'ai pu acheter 4 € là-bas. Donc, évidemment, sur le coup, quand je l'ai acheté, faut pas se mentir, le service, c'est très bon. J'ai un sac pas si moche, mais qui a quelques défauts, notamment les coutures, etc. Mais d'un point de vue commercial, je me verrais mal vendre avec une telle plus-value des objets que j'ai pas fabriqués moi-même, dont je maîtrise pas la qualité, où je fais une plus-value qui est purement marchande, commerciale et qui est pas du tout du service apporté, puisque même la customisation s'effectuerait là-bas. Et d'autant plus de la vendre pour des produits qui ne sont pas du tout comme ça. La craft beer, c'est pas du tout... faire des millions de bouteilles et les vendre en faisant de la marge sur le volume, et encore moins en faisant de la marge malhonnête, on va dire, en surgonflant le prix. Donc je me verrais mal vendre à des professionnels de la bière un produit que je revends juste en faisant une marge un peu en mentant finalement. Donc on a pris le pari un peu risqué et surtout très chronophage de tout faire nous-mêmes. Donc comme tu as pu voir, on a réalisé des sacs juste avant, c'est dans ma cuisine, j'ai pas de cuisine. J'ai vu tout le process de fabrication. On fait tout nous-mêmes. L'atelier qui est installé dans l'appartement avec, comme tu disais, la cuisine pour tout ce qui est assemblage des sacs. Tu m'avais montré aussi ta partie pour la sérigraphie dans la salle de bain. J'ai un Karcher dans ma cuisine, dans ma salle de bain. Donc c'est heureusement que ma copine est à fond et supporte le truc et que ça la dérange pas, mais bon, voilà, on n'a pas de bain à remous, on a un Karcher dans la cuisine, dans la salle de bain. C'est une autre manière d'avoir des gémassants, mais qui font un peu plus mal. Et du coup, on voit que tu as tout assemblé ici, tout est fait à la main. Le produit lui-même est inventé, designé par mes soins. Ça m'a pris plusieurs soirées d'arrachage de cheveux pour en arriver à ce résultat-là. Tu m'as montré les patrons, comment tu préparais ton sac, parce que là, la différence aussi avec le sac que tu avais pu trouver en Belgique, plus solide par exemple. Il y a la solidité et tu vois, tu n'as aucune couture. C'est un choix parce que forcément, tu as une facilité sur la main-d'œuvre plutôt que de passer du temps à faire de la couture, ce qui est quand même assez chronophage. Ouais. Tu passes par une solution donc, de rivet et l'autre avantage pour toi, c'est que. C'est un triple avantage, moi je dirais. C'est premièrement, ça me prend un poil moins de temps que si je les cousais. Un rivet par rapport à un fil. Donc deuxième avantage, la solidité, un rivet par rapport à un fil, c'est beaucoup plus résistant. Troisième avantage, je trouve ça très esthétique. C'est avoir des fils qui dépassent partout de ton sac, c'est pas un truc que tu recherches. Alors qu'un petit rivet un peu cuivré comme ça, moi je trouve ça a tout à fait sa place sur un objet réutilisable. Ouais, je trouve ça très joli aussi. Et après, comme tu le disais, il y a le point de la solidité. C'est vrai que quand je voyais là, le sac que toi tu avais acheté en Belgique, on est sur des coutures simples, un fil qui est très fin. Les lanières, les poignées sont pas des vrais poignets, ce sont du tissu replié sur lui-même, mais qui est le même tissu que le sac. Ouais.
Là, on est sur des vrais sangles type sac à dos. Donc, vous pouvez tracter une voiture avec ça, il n'y a pas de souci. Hein, donc, pour 6 bières, ça devrait aller. 6 bières, ça devrait aller. On a fait des énormes tests de résistance où on mettait des poids au fond du sac. Ou avec mon associé, il y en a un qui tirait le fond du sac et l'autre qui tirait le sac. Et honnêtement, à moins de mettre toute votre force... Enfin, n'essayez pas, hein, mais... Enfin, essayez d'ailleurs, allez-y, mais il faudra en racheter un derrière, peut-être, si vous tirez trop fort. Mais à moins de mettre toute votre force, le sac déchirera pas. Donc ça nous donne aussi une sérénité de le vendre et de se dire que, a priori, il n'y a pas de problème derrière. Une fois que le sac est bien fait, bien pressé, que les rivets sont bien pressés, il y a une sérénité quand même au transport, où on ne se dit pas que à chaque coin de rue, le sac peut exploser par terre. Et quand on sait en plus le prix des bières craft, on a envie qu'elles soient un peu choyées, un peu dans un écrin, enfin pas dans un écrin, dans une protection suffisante par rapport à la valeur du produit, tout simplement. C'est parce que là, quand tu as 6 bières craft dans ton sac, c'est pas rare que tu en aies pour au minimum 30 €. Donc si ton sac, sac en carton craft se met à craquer, s'humidifie, tu es hyper lourd. En plus, il n'est pas réutilisable. Complètement. Niveau des matériaux, on est sur quel choix? On est sur du non tissé, qui est... Alors, on va pas se mentir, c'est pas le plus esthétique des tissus. C'est néanmoins un tissu qui résiste assez bien dans le temps, qui a l'avantage de ne pas filer. Donc, au niveau de l'usure, il va un petit peu s'user sur les côtés, mais il va pas filer. Donc, s'il y a une petite déchirure sur le haut du sac, par exemple, on va pas avoir tout le sac qui se désagrège. Les sangles sont des sangles assez dures en polypropylène ou un truc en N, mais je crois que c'est du polypropylène. Donc c'est pareil, c'est très solide, et les rivets c'est du fer mélangé à je sais pas quoi qui fait que c'est inoxydable. Donc on a 3 éléments dans le sac, c'est tout simple. Ça suffit, il n'y a pas besoin de compliquer plus que ça pour l'instant, même si on a d'autres options en tête. Du coup, moi, je mettrai des photos du sac forcément sur mes stories Instagram. Je ferai un post dessus aussi. Les gens, ils verront un peu à quoi ça ressemble. Mais donc, ouais, on a l'extérieur du sac et l'intérieur, donc tout ce qui est là pour compartimenter. Les bières, évidemment, sont compartimentées dans le sac et séparées les unes des autres. Donc, tout ça, c'est dans le même matériau, c'est le même tissu. Le même tissu. Il y a le tissu ensuite pour les lanières, qui est plus solide, enfin, qui est un vrai tissu, voilà, un vrai tissu pour des lanières, des vraies sangles, exactement. Et donc, les rivets. Donc là, on est vraiment sur trois matériaux différents uniquement. Ouais. Ça nous permet, alors on trouve pas tout en France, je vais pas vous dire que on est dans un monde idéal et que on a réussi à trouver des fournisseurs que en France. On a réussi à trouver déjà le tissu qui est la plus grosse valeur de notre sac en Europe. Les sangles pareil, et les rivets, je vais pas vous dire d'où ça vient parce que ça me fait mal encore d'y penser, mais on n'a pas trouvé autre chose que ce pays-là pour se sourcer. C'est néanmoins le poste de dépense le moins important du sac. Donc ça nous fait un peu moins mal. Enfin, voilà. Si vous voyez le sac et que vous trouvez des rivets, d'ailleurs, que vous connaissez des rivets français qui peuvent faire l'affaire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Insta ou sur Facebook. Nous, on veut arriver un jour à du 100% français. Et pourquoi pas, on rêve un peu, mais un jour fabriquer nous-mêmes le tissu, les sangles et les rivets, si c'était possible, si on avait des moyens de malade d'un coup, on le ferait maintenant. Pour l'instant, on doit faire avec ce qu'on a malheureusement pour proposer une solution qui, mine de rien, est quand même mieux que de faire du 100% Chine. Ou du 100%, ça peut être d'autres pays. Hein. Je vais dire beaucoup la Chine parce que mécaniquement, c'est quand même eux qui fournissent 99% des biens, d'autant plus dans cette classe de produits, le textile. Notamment le textile non vestimentaire. C'est beaucoup la Chine. Donc si vous avez des fournisseurs français ou même européens qui nous permettent de recentrer la production le plus local possible, ça nous aiderait énormément, donc je vous remercie par avance si vous avez ça. Yes. Et au final, la création de ton produit, elle a une démarche qui est très similaire à la craft, donc le produit que tu vas mettre dedans. Tu restes vraiment dans une optique très artisanale et avec derrière on va dire du produit le plus local possible. Tu fais tout toi-même, tu essaies de trouver des matériaux qui sont les plus... locaux possibles dans la mesure même dans le travail finalement, quelqu'un qui monte sa brasserie, c'est en général pas quelqu'un qui va se dire moi je vais monter un truc, je vais avoir des employés qui vont faire le job et puis moi j'ai juste à encaisser. Non, c'est quand même dans 99% des cas, la craft, c'est des gens passionnés qui font la bière et qui sont des chefs d'entreprise, mais surtout des brasseurs. Et moi je suis petit chef d'entreprise de ma petite entreprise, mais je suis avant tout un ouvrier qui fabrique des sacs avec mon associé. Et tous les sacs qui passent
qui sortent de la sacherie, on les a fait nous-mêmes. Donc c'est un peu une fierté aussi. C'est une grande fierté de vendre des choses qu'on a fabriquées de nos mains. Ouais. Oui, parce que du coup, nous, avant d'enregistrer le podcast, là, tu m'as montré comment tu assemblais un sac. J'ai vu de A à Z, enfin quasiment de A à Z, parce que là, le patron, tu avais déjà fait la découpe du tissu selon ton patron, mais j'ai vu de A à Z comment tu assemblais les différents éléments. Tu viens plier ton tissu, insérer tes rivets pour vraiment. Donc là, oui, il n'y a aucune couture, tout est plié, assemblé par rivet. J'ai vu quoi, mine de rien, il y a quand même une main-d'œuvre et un temps de main-d'œuvre au travail qui est assez important sur un sac. Ouais. C'est chronophage, mais quand on est jeune, on a du temps, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc on s'est dit, au lieu d'aller demander de l'argent à des gens qui en ont pour ne pas utiliser notre temps qu'on a beaucoup, plutôt que de perdre notre temps à aller demander de l'argent, on va dépenser notre temps contre de l'argent. Et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent. Et puis ça nous permet une sorte de légitimité aussi, de dire qu'on ne vole pas notre argent, même si pour l'instant on ne s'en verse pas, parce que les débuts de l'entrepreneuriat sont toujours très compliqués. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'entreprise, elle n'a même pas un an. Elle est toute petite. Elle a été déposée, effectivement, elle a 1 an juridique. Et l'idée a germé dans ma tête il y a 2 ans. Et on a commencé avec mon associé, qui est aussi mon ami. On a commencé à vraiment s'y mettre il y a 1 an et 6 mois. Mais on finit nos études. Là, je suis en dernière année. Lui, il est un peu plus jeune que moi. Il est en dernière année aussi. Et donc, on n'avait pas non plus un temps de malade pour le faire. Donc, on a eu quelques clients, d'ailleurs, que je remercie énormément, notamment les premiers bureaucraties qui, au-delà d'être des gens super, sont des clients qu'on rêverait d'avoir, en fait, puisqu'ils ont vu le produit, ils ont vu qu'on le faisait et ils ont vu que le produit correspondait à ce qu'ils recherchaient. Alors, je pense qu'effectivement, eux, ils cherchaient depuis un moment un produit comme ça et qu'on s'est un peu rencontrés à un bon moment tous les deux, où eux... ils cherchaient un truc made in France pour transporter leur bière. Et nous, on s'est dit, on va inventer un truc made in France pour transporter la bière. Donc, évidemment, match parfait. Mais ils nous ont fait confiance alors qu'on n'avait quasiment aucune existence, qu'on n'avait même pas une photo sur le compte Instagram, qu'on avait des sacs qu'on leur a montrés comme ça, qu'on avait fait aussi artisanalement que maintenant, mais même moins bien. La sérigraphie n'était pas terrible. Ils nous ont dit, c'est parfait. Mais comme ils nous ont fait confiance, ça nous a permis aussi de passer à un niveau supérieur. La sérigraphie, on s'est dit non mais attends, on va pas pouvoir leur livrer un truc comme ça, il faut qu'on s'arrache, il faut qu'on fasse un truc top. Donc on a vraiment fait un énorme effort sur le logo et ça nous a servi pour leurs commandes, mais pour toutes les commandes d'après. On a eu des mini défauts sur certains sacs où on n'avait pas fait assez de contrôle qualité, il y avait 1 ou 2 rivets qui n'étaient pas bien pressés et du coup ça pouvait faire des problèmes de solidité. Donc vous imaginez le premier client qui vous fait confiance et en fait par inexpérience vous faites des petites erreurs. Ils ont toujours été très cool là-dessus. Et puis nous, on a quand même essayé toujours de rattraper nos erreurs. Dès qu'on a eu vent de ce truc, on est directement allé les voir à la boutique, etc. Mais je ne sais pas si dans un autre milieu que la bière craft, ça se serait passé de manière aussi cool, avec de la confiance, etc. Si vous allez direct dans des milieux plus grande distrib, industriels, on va vous demander des garanties, on va vous faire signer des contrats, vous avez des pénalités si vous ne respectez pas les délais. Tout ce genre de choses... qui un peu tuent les jeunes entreprises dans l'œuf ou alors font qu'elles ne vont pas chercher à y aller. Donc je divague un peu, mais tout ça pour dire qu'on est encore au balbutiement, mais qu'on a beaucoup appris en 1 an. Que là, on a lancé notamment le site pour les particuliers. Jusqu'à présent, on se concentrait sur les cavistes à bière et les brasseurs. Donc on a un service de customisation où on met votre logo sur le sac. Ça, c'était le gros de notre activité. Plus parfois des entreprises qu'on connaissait qui faisaient des cadeaux d'entreprise, qui trouvaient l'idée sympa, etc. Et puis là, on a lancé le site, donc lasachérieparisienne.com, sacherie-du-6parisienne.com. La sacherie parisienne. On trouvera le lien dans la description du podcast. Parfait. Que vous trouverez. Et donc, il y a les sacs par pack, donc soit par 4, par 2, ou le sac tout simplement. Il rentre dans votre boîte aux lettres, donc il n'y a pas de galère de livraison. Vous pouvez le commander pour offrir et il y a toujours évidemment les contacts pour les professionnels dessus si vous voulez des commandes plus conséquentes. Mais donc ça par exemple, lancer le site, c'est peut-être rien du tout pour la plupart des entreprises, mais nous encore une fois on fait tout nous-mêmes, donc c'était une grande fierté de pouvoir proposer aux particuliers ce sac. On passe un peu à la vitesse supérieure et ça fait d'autant plus plaisir que tu t'intéresses à nous à ce moment-là, puisque toi tu cherchais des sacs finalement pour ça. Un peu comme bureaucratie qui cherchait la solution, vous en avez tous besoin, je pense, qui êtes des passionnés de craft. C'est peut-être pas par nous que ça passera d'ailleurs, peut-être que vous trouverez une autre solution, mais
le transport de la bière, c'est vraiment un enjeu qui va être de plus en plus important, aussi avec le retour de la consigne, je pense, et les enjeux de recyclage et d'écologie. Donc, on est très fiers de pouvoir contribuer à ça et de faire le truc vraiment de A à Z jusqu'au bout nous-mêmes. Donc là, tu me disais, tu as de la vente aux particuliers directement sur le site. Là, il y a actuellement donc, un seul modèle de sac qui se décline en 2 couleurs. Il y a le bleu et le noir, exactement. Voilà, donc bleu et noir. Là, j'ai le bleu devant les yeux qui est vraiment très sympa. On a un bleu marine avec tout ce qui est à l'intérieur et les lanières noires. Ça rend super bien, en plus avec les petits rivets cuivrés. Merci beaucoup, ça fait plaisir que ça plaise. Ouais, je le vois comme ça, et je trouve qu'il y a un petit côté sac à main, Longchamp, un truc comme ça. Tu vois, et en fait, les gens sont surpris parce qu'ils nous disent « Ah, c'est si petit !» Il y a beaucoup de gens qui s'attendraient à un énorme sac, mais vos bières de 33 ou même de 50, c'est pas si haut en fait. Ouais, non. Alors le sac, quand il se plie, il rentre dans une poche arrière de jean, très facilement. Il rentre dans un petit cabas, dans tout ce que vous voulez. S'il pèse 68 grammes, il me semble. Du coup, j'ai dû me pencher dessus pour le site, pour faire de l'envoi à domicile. Je suis en train de regarder du coup là. Ouais. Je peux mettre Donc, si vous mettez 4 bières dedans, il tient pas mal. Quand vous en mettez 6, c'est top. Vous pouvez mettre des bières de 50 centilitres. Je suis en train de tester moi-même à côté. Donc, la en canette passe. Alors, si vous mettez que des 50 centilitres des bouteilles, ça va être un peu ric-rac. Mais toutes les formes de bières de 33, ça passe. Les larges, les hautes, les fines, les standards, tout ce que tu veux. Et les canettes, tout passe. Les 33, les 50, et même s'il y a un peu plus grand, ça passe. Ok. Donc, de toute façon, après, je crois que les plus grandes, elles ont le même diamètre. Elles sont juste plus hautes. Elles ont tout le temps le même diamètre. Les canettes, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, c'est un sac... C'est un sac plutôt joli, on trouve. On a vraiment pris le temps de le faire beau. Ouais. On a pris le temps. Moi, j'aime bien, ouais. Ça nous a pris plusieurs mois avant d'arriver à ça, et c'était le bon truc de prendre le temps et d'attendre un truc beau. Du coup, tu parlais aussi des commandes que tu faisais pour des caves et des brasseries. Donc là, il y a de la sérigraphie qui est possible. Ouais. Donc là, tu t'imprimes le logo en sérigraphie sur... ouais. Pareil, c'est une technique qu'il faut apprendre, qu'on ne maîtrisait pas forcément au début. C'est pareil, j'ai vu, tu fais tout toi-même, enfin, tu fais faire le... Ouais, on fait faire le cadre. Pour ceux qui connaissent, donc on fait la sérigraphie nous-mêmes, mais le cadre, on ne le fait pas nous-mêmes. On a une entreprise qui d'ailleurs nous a énormément aidé, Buzine à Colombes, qui nous a donné énormément de conseils sur la sérigraphie, notamment Laurent. Je pense pas qu'il a beaucoup de chance de les écouter, mais on sait pas, c'est peut-être un passionné de craft. Peut-être. Hein. Je lui souhaite en tout cas. Et il nous a énormément aidé, il nous a pas du tout dit mais c'est trop compliqué, vous y arriverez pas. Il a vu qu'on était motivés, il nous a donné les conseils, il nous a vraiment les petits tips, même si vous faites le truc pendant 15 ans de votre côté, vous trouverez pas les tips vous-même. Nous, il nous a, sans payer, sans rien, hein, on était juste clients de la boutique, et il nous a formés, donc tout ce voyage finalement de juste l'idée, t'as un sac, ok, il faudrait faire un sac made in France. Il y a tellement d'étapes que tu dois apprendre à maîtriser qu'en fait, c'est une formation en soi. Et puis même les défauts, tu peux pas te permettre qu'il y ait des défauts majeurs d'impression. Il peut y avoir des picomètres qui s'impriment pas, ou des millimètres, mais encore des millimètres, c'est beaucoup. Mais il peut y avoir des tout petits défauts d'impression, ça fait partie de la sérigraphie, mais quand même, c'est un service aux professionnels, donc il faut que les gens retrouvent leur logo, qu'ils soient fiers de vendre le produit derrière, ou de le distribuer, ou de l'offrir, ou je sais pas ce qu'ils peuvent en faire d'autre, mais la sérigraphie, le service sérigraphie, au début, c'était vraiment un défi. Hein. C'était un très gros défi pour nous. Et pareil, on remercie tous les gens qui ont pu nous aider à maîtriser ça. On a des amis qui étaient en graphisme, qui nous ont donné des coups de main et tout. On a eu pas mal d'aide, et je remercie toutes les personnes qui ont pu nous aider, les professionnels, les amis, mes parents, les parents de mon associé, tous les gens qui y ont cru, qui ont juste lâché un like, qui ont... même ceux qui ont lâché un like hypocritement, tout ce qui a pu être bénéfique pour la sacherie, mais surtout pour nous apprendre des choses. C'est ça que j'en tirais, peu importe, même si on fait faillite dans 2 ans, j'en sais rien. Moi, je te le souhaite pas, en tout cas. Mais on aura quand même appris énormément, et rien que ça, c'est une victoire. Et si jamais, du coup, on a des brasseurs ou des caves qui nous écoutent et qui veulent faire des sacs à leur image, du coup, c'est quoi? Tu prends des commandes à partir je prends des commandes à partir de 50 sacs. Et pour être honnête, vous avez un tarif vraiment canon à partir de 200 sacs. Mais à partir de 50, on est déjà moins cher que ce que je vends sur le site, puisque tout simplement, on achète le tissu en plus grosse quantité, et puis on les fait à la chaîne, et donc forcément, c'est moins chronophage que de faire des petits sacs à droite à gauche. À partir de 200, tu as déjà plus amorti ton Exactement. Cadre. J'ai amorti mon cadre, j'ai amorti tout. Même la sérigraphie en soi,
C'est une technique qui est adaptée à faire beaucoup de sacs, beaucoup de volume d'un coup. Faire 10 exemplaires de sérigraphie, ça peut se faire pour des sérigraphies de très très haute qualité où il y a plusieurs couleurs, etc. Nous, on est quand même sur une sérigraphie de qualité mais monochrome. Donc ça prend vraiment son intérêt à partir de 100 sacs. Mais tout est possible. Faut savoir qu'on fait tout nous-mêmes, donc il n'y a pas d'impératif j'en sais rien, ah bah non, tant, ça ne nous intéresse pas, ou alors c'est trop compliqué. On trouvera toujours une solution pour vous mettre votre logo, par exemple comme on a fait avec toi, avec la technique de la linographie et pas de la sérigraphie qui permettent de faire des logos qui vont avoir une touche, une patte un peu moins clean que la sérigraphie, faut le dire, mais un peu plus craft, un peu plus artisanal. Et donc on trouvera toujours un arrangement à partir de 0 sac, de 1 sac jusqu'à 2000 sacs, il n'y a aucun problème, on trouvera toujours un arrangement. Sur le site, on a un contact. Sur Instagram, vous nous envoyez un message, on vous répond directement. Je pense je ne sais pas s'il y a mon numéro de téléphone sur le site, mais sinon vous me le demandez sur Instagram, je vous le donne direct, vous m'appelez, on s'arrange. On est simple et on essaie d'être joignable simplement. Là, tu parlais du coup de la linographie, parce qu'on a fait ça juste avant sur 10 sacs. Parce que du coup, on a fait des sacs avec mon logo. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être organisé, mais on tease un peu, il va y avoir un concours pour gagner des sacs. Donc des sacs La Sacherie avec le logo. Avec le logo Siroton, le houblon. Voilà, donc ça viendra, il y aura 10 sacs à gagner. Ça permettra, je pense, aux gens de voir un peu à quoi ressemble ton produit. Carrément, Et puis tout simplement à donner un petit goodies très sympa, un concours pour ta chaîne. Moi j'adore les goodies, enfin tu le vois, j'ai des sous-bocs, j'ai vu que tu as fait faire des décapsuleurs, des sous-bocs, etc. C'est super sympa. Le sac, je trouve ça génial aussi, parce qu'on disait, au final, chez un caviste, c'est un outil. Enfin, tu peux le vendre. C'est un outil de vente d'une certaine manière, puisque quand vous achetez un sac de 6, vous avez envie de mettre 6 bières dedans. C'est vrai. Donc pour les cavistes, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là de se dire je pousse à la consommation. Et encore 6, ça va. C'est pas des packs de 24, on ne crée pas des soulards. Il faudra acheter 4 packs, 4 sacs. Exactement. On a des projets d'ailleurs pour faire des sacs de plus grande quantité, donc soit des bouteilles plus grandes, soit plus de quantité dedans. Mais pour l'instant, le pack de 6, on trouve que c'est quand même super adapté à la craft. Parce que la craft, c'est pas non plus l'idée d'en boire des milliards. C'est pas une soirée Cronenbourg, hein, quoi. Donc, clairement. L'idée, c'est de boire de qualité, pas peu, mais ce qu'il faut. Voilà, ce qu'il faut est de bonne qualité. Donc, pour une longue soirée, 6, ça peut faire une personne. Pour une petite soirée, 6, ça peut faire 2 personnes. Pour juste un verre, ça fait une chacun. Donc, on trouve quand même que c'est assez adapté. Mais qu'est-ce qu'on disait juste avant ? Alors, moi, je parlais du fait que ça soit un bon outil pour les caves. On met le logo sur le sac et ça permet au caviste de faire un peu sa pub dans sa zone de chalandise. Les gens se baladent dans son quartier avec un petit sac à son logo. Ils se demandent où est-ce que tu as trouvé ces bières qui sont par ailleurs très bonnes. Je les ai trouvées là, regarde, c'est sur le sac. Et derrière, pour une brasserie, ça peut marcher aussi. Une brasserie on a eu des commandes de brasserie aussi. Une vente sur place ou une taproom, ou même un brasseur qui font des ventes en ligne aussi pour avoir des goodies. Voilà. On voit beaucoup de brasseries qui maintenant font des produits dérivés, ils ont des casquettes, ils ont des t-shirts. Pourquoi pas avoir des sacs ? Là, on rentre aussi dans l'utilitaire en plus de ça, en plus du goodies. Donc, c'est ça. Et puis, les brasseries, quand même, Craft arrive à nouer quand même des liens assez étroits avec leurs clients. C'est vrai. Avec beaucoup de fidélité. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en tournant pas mal entre les brasseries. C'est quand même des gens qui ont des clients très fidèles. Il y a un sentiment d'appartenance qui est aussi dû à la régionalité très forte de ces bières-là. Les gens sont fiers d'avoir une bière, c'est ce que m'avait expliqué Yann d'Outland. En fait, les gens sont très fiers d'avoir une bière de leur coin. Une bonne bière, en plus, une craft. C'est quand même des bons produits où les gens ont passé du temps dessus. Donc, la régionalité et même la proximité qu'on peut avoir avec une vente de boissons locale comme l'est la craft beer, c'est vrai que les gens s'identifient beaucoup et sont en recherche d'une part, de montrer qu'ils sont proches de cette marque qu'ils aiment bien, et puis tout simplement de soutenir aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui achètent des goodies ou des produits dérivés de magasins qu'ils aiment bien, aussi pour soutenir l'activité du magasin, parce que peut-être qu'ils ne vont pas simplement augmenter leur consommation de bière. On a tous nos limites. Mais par contre, un petit t-shirt, ou là, en l'occurrence, un sac, je pense qu'il y a plein de gens qui donnent un petit coup de pouce. Peut-être aussi dans la période de confinement qu'il y a eu. J'ai vu qu'il y a eu pas mal d'initiatives dans le domaine de la bière pour
pour les entreprises qui ne pouvaient pas ouvrir ou pas écouler leur stock ou qui avaient vraiment une perte très importante, il y a eu des sites, et que j'ai plus en tête, il y a eu des sites internet qui s'étaient montés pour soutenir les brasseurs. Il y a le SNBI, donc le syndicat des brasseurs indépendants, qui avait fait ça, qui avait fait une récolte de fonds qui servait justement à soutenir les brasseurs en eux-mêmes et faire des formations, faire plein de choses pour les brasseurs qui étaient adhérents à ce syndicat-là. Mais après, oui, des initiatives, il y en a eu plein. Il y a aussi des initiatives directement de brasseries qui faisaient des bières pour dégager des fonds en soutien à des associations. On avait parlé dans l'épisode précédent du podcast de All Together, qui était là pour le coup une initiative qui venait à la base de Other Half à Brooklyn, mais qui est une collab internationale où des brasseries du monde entier, plus de 800 brasseries dans le monde entier, ont fait la même recette pour dégager des bénéfices pour des associations locales. Donc clairement, ça a levé des leviers de soutien, de solidarité au sein des professions, entre les professions, aussi, de la part des professionnels envers notamment les soignants, envers la recherche. Il y a peut-être eu aussi le fait que les gens aient plus de temps pour cogiter, puissent se dire ok, est-ce que je fais, est-ce que je mets un but derrière, est-ce que je peux pas en faire plus pour aider les autres, etc. Donc tout ça c'était vraiment très cool. Cette période de confinement, pour toi, ça a été une ça période a été un peu dur. Aidé ou pas pour le business, pas du tout. Non, pour lancer parce qu'on était en contact avec notamment des festivals de bière. Et puis, en été, il y a beaucoup de festivals qui se montent. Et là, tout a été reporté, annulé. En plus, la craft beer en France, il y a une énorme part bénévole aussi, notamment sur ce que les festivals. Faut pas croire que tout le monde se paye dans le domaine de la bière craft. Toi-même, c'est par passion que tu fais ton podcast. Clairement, ouais. Et ça touche aussi les gens de voir des gens qui font les choses par passion, et c'est ça qui, je pense, qui fait que les gens t'écoutent. Et donc, effectivement, il n'y a pas des budgets de com de dingue, il n'y a pas des trucs. Donc, évidemment, un nouveau produit on est passé un peu à la trappe. Bon. On sait qu'on a confiance en notre produit, on sait qu'on va retomber sur nos pattes peut-être. Et puis c'est vrai que ce soit dans le marché de l'emploi, dans le marché de la consommation en général, etc., les gens ont voulu prendre moins de risques, donc ça n'a pas été forcément bénéfique pour nous. Mais bon, comme on n'était pas à 100% dedans encore à l'époque, puisque comme j'ai dit, on finit nos études. Ouais, heureusement que le confinement s'est arrêté un jour, que les gens reprennent de la consommation de bière. Les gens vont acheter des bières dans leur cave, ils leur font un sac maintenant. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas à aller sur le site pour faire le plein chez votre caviste. Et le soutenir. En parlant de faire le plein, nous on est vide. Oui, on va passer sur une deuxième bière. Donc là, on a fait très petite pico-brasserie. On va passer du coup à un peu plus gros. On va chez Northern Monk. Super canette. Ouais. Chez Northern Monk, donc Royaume-Uni. On est sur... alors, c'est une Patrons Project, donc ça, c'est la 2002, c'est une West Coast IPA. Donc, on va être sur quelque chose un peu plus houblonné, résineux, amer. Ça change complètement du style qu'on avait avant. Et donc, forcément, format canette, comme chez Northern Monk à chaque fois. Et le retour du glouglou. Avec une belle mousse. Belle mousse, j'allais dire. Ouais. Je m'y connais pas, mais tu vois. Alors ça me fait plaisir. Je l'ai dit, je l'ai pensé en premier. Non, je rigole. Mais bon, je commence à prendre un peu du niveau, ça va. Très belle mousse, pas du tout toute blanche. Ouais, une mousse un peu blanc cassé, un peu ivoire. Très jolie. Qui est bien dense, qui tient bien en plus. Hop, qui j'espère nous décevra pas. Je sais pas si tu connais les bières Northern Monk et surtout les Patrons Project. Je suis super collab qui font avec souvent, rarement avec d'autres brasseries, mais souvent avec des artistes ou avec des choses comme ça. Et le truc qui est génial, c'est l'étiquette qui se déplie. Alors d'habitude, je sais pas si tu as écouté les autres épisodes qu'on a fait, j'enregistre avec Maxime de Discoberry. Ouais. Il est absolument fan de tout ce qui est Northern Monk. Donc là, je comprends. C'est absolument génial comme idée. Et à l'intérieur, tu as toutes les informations sur la bière et les collabs donc avec qui ils l'ont fait. Bon, tu vois, là, il y a une autre brasserie qui est Apex Brewing. Et super. Mark Newton qui est un photographe. Donc du coup, tu as un peu le travail de chacun dessus. Et tu as tout le détail sur la bière, un petit laïus. C'est un roman dans la bière. Tu la prends ? Vas-y. Il reste un peu de bière dedans, attention. Mais je te laisse étudier. Là, c'est super, c'est un super packaging. Toute la gamme des Northern Monk Patrons Project, donc qui sont leurs collabs, on va dire, un peu
je sais pas comment on peut dire ça, mais qui servent pas forcément que à faire de la collab pour faire de la collab avec une autre brasserie, mais qui vont venir mettre en avant des artistes ou des professionnels d'autres domaines. Je sais qu'ils l'ont fait. J'avais jamais vu ça, ce format de bière qui se déplie comme ça. Ah ouais, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de brasseries qui le font, et ça c'est vraiment super sympa. Très très inventif. Ouais. Donc allez, moi Est-ce que tu sais si ça se recycle bien, ça? J'en ai aucune idée. Je rigole, mais je pense que le truc doit se décoller. Je pense que tu peux virer la partie adhésive sans trop de problème. Ouais, je pense. Et beaucoup de beer geeks, de toute façon, les récupèrent et les collent dans leur cave, sur un mur. Et... Bah, franchement, il y a des super photos dessus. Hein. Du coup, on la goûte. Bah, c'est très bon. Là, on est quand même... Alors, ça va, pour une West Coast, elle n'est pas si amère que ça. Mais on n'est pas sur une IPA trop, on va dire, jus de fruits tropical. Non, mais, complètement. Elle est vraiment pas mal. Elle a quand même une belle base. Elle se révèle une seconde après. Elle est assez maltais. Alors pour les houblons, on a Simcoe, Amarillo, Columbus, Citra, donc un quatuor assez connu et assez chargé, mais ouais, on est à 6,5, c'est moins fort en alcool par exemple que celle qu'on a eu avant. Donc. Ouais, mais un peu plus robuste. Les houblons sur une West Coast, on est quelque chose qui est un peu plus. Ouais. Et la première bouffée d'air après est super agréable. T'as vachement d'arôme juste dans la bouffée d'air. Après la première gorgée, là, tu prends ta première bouffée d'air. Elle est bien équilibrée entre le côté maltais et après le côté plus résineux du houblon, un peu plus agrume aussi, je trouve. Non, bah, tu vois, en plus, moi j'ai reçu pas mal de Northern Monk. Là, dernièrement, j'avais des box avec du Northern Monk dedans et j'étais pas toujours très convaincu des dernières releases. Celle-ci est très sympa. J'aime beaucoup. Je connais très peu, moi, les bières. J'ai pas la prétention de très bien connaître les crafts, mais je connais un peu plus les françaises du coup. Et ça, je connaissais pas du tout. Ouais, bah pour le coup, ça c'est vraiment une des grosses brasseries craft connues chez tous les beer geeks. C'est une des références au Royaume-Uni avec d'autres brasseries comme Cloudwater et compagnie. Donc ça fait partie des têtes d'affiche là-bas. C'est un peu ce qu'on pourrait comparer chez nous à nos Popins ou Piggy ou ce genre de choses. Mais ils font des choses très chouettes, très variées. J'ai eu des trucs un peu... Là, en mode collaboratif en plus. Donc, ouais, la gamme des Patrons Project est vraiment sympa pour ça. Vraiment pour mettre en avant mais c'est vraiment différents domaines. Ça peut être... là, on a un photographe, ça peut être une peintre, ça peut être... je sais qu'ils ont fait ça avec des sportifs extrêmes, des mecs qui font du bushcraft dans la nature, un truc comme ça. Il y a toujours des trucs assez sympas. Donc voilà, bah, du coup, on a rechargé. Et on est sur un format canette 44 centilitres qui rentre parfaitement dans le sac aussi. Ouais. Mais 44 centilitres, c'est dû à quoi? C'est dû à leurs mesures à eux qui sont pas les mêmes que nous, c'est ça? Alors, c'est une très bonne question, je sais pas, ça c'est beaucoup... moi, j'ai découvert ça aussi avec le format des brasseries UK, mais maintenant, en France, beaucoup de brasseries qui se mettent à faire de la canette font aussi du 44. C'est une sorte de format un peu standard maintenant dans la craft. 440 millilitres. Ah, et en plus, ils l'ont écrit, alors que c'est des Anglais, ils l'ont écrit en millilitres. Ouais, c'est vrai que ils mesurent en quoi? C'est une bonne question, les Anglais, j'ai jamais vraiment fait gaffe, mais les Anglais ont souvent le format 440 ou un peu plus rarement, ils ont le format pinte, mais vraiment pinte anglaise, donc on est à, je crois, 568 millilitres exactement. C'est sur les canettes un peu spéciales et très hautes. Mais ouais, du coup, format qui rentre parfaitement dans le sac. Et d'ailleurs, autre question que je me posais sur ton produit, sur le sac et ses évolutions possibles. On l'a un peu évoqué en off avant, donc j'ai une petite idée de ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu as prévu peut-être de faire des versions un peu plus développées, peut-être une petite poche à accessoires pour mettre ton petit décapsuleur, pour mettre tes sous-bocs? Si une marque française de décapsuleurs veut faire un truc ensemble, nous, on a très envie de mettre des décapsuleurs. À faire un petit pack. On voudrait... tu vois, sur un rivet, on voudrait mettre une petite lanière avec le décapsuleur qui soit solidaire du sac. Pour ne pas perdre le décapsuleur, parce qu'on sait très bien que les décapsuleurs sont comme les briquets, des objets perdus très facilement, volés, empruntés, mis à droite à gauche, on les retrouve jamais quand on en a besoin. Plus la soirée va, moins on les trouve. Exactement, donc avec des solutions parfois très violentes pour ouvrir des bières. Hein. Moi, j'ai déjà vu des trucs, des gens qui utilisent leurs dents. Non, pas les dents, c'est pas bien, faut pas faire ça. Faites pas ça, c'est... Même si vous l'avez fait 99 fois, la 100e fois, rien dit que vous n'allez pas finir chez le dentiste dans l'heure. Donc, ah ouais. Puis là, ça peut faire mal. Faites pas ça, puisque en plus, toutes les bières, non seulement toutes les capsules sont pas aussi solides les unes des autres, et elles sont pas toutes serrées pareil. Ah bah oui, selon la pression qu'aura mis... déjà, selon qu'une machine l'aura fait de manière industrielle
ou qu'un brasseur l'aura capsulé lui-même, ce sera pas la même pression. Et selon la machine qui utilise ça, ce sera pas forcément le même truc. Donc, J'ai une anecdote sur le coup du... moi, j'ai déjà eu un pote qui a cassé la dent comme ça. Ah oui, ça, la pointe de la canine. Je crois qu'on le connaît tous. On l'a tous, ce pote. On l'a tous, ouais. Mais anecdote sur les décapsuleurs qui se perdent ou qui disparaissent comme les briquets. Moi, mes décapsuleurs que j'ai fait, j'en ai pas donné énormément. Hein. J'en ai donné aux proches, j'en ai donné à quelques brasseurs cavistes et j'en ai fait gagner 1 ou 2 en concours. Donc globalement, je sais où sont partis les quelques décapsuleurs que j'ai donnés. Et la dernière fois, j'ai vu une photo sur un post Facebook sur un groupe de bière avec mon décapsuleur à côté. Mais c'est qui cette personne? Je ne lui ai jamais donné de décapsuleur. Comment il est arrivé chez lui? Et c'est génial pour toi. Je trouve ça, moi, je trouve ça génial pour moi. Il y a un décapsuleur avec mon logo dessus qui part de main en main. Mais ouais, c'est top. Nous, on aimerait un jour que les sacs passent comme ça, de main en main, et qu'on dise mais où est-ce que tu as trouvé ce super sac? Mais c'est la Sacherie, n'hésite pas à aller sur leur site. Du coup, les commandes sur le site, ça se passe comment? T'as des... à l'unité, l'autre 2, l'autre 4, c'est ça? 1, 2 ou 4. Si vous avez vraiment envie de faire de la custom dessus, même pour des petits volumes, on trouvera toujours un arrangement avec vous qui arrangera tout le monde, il n'y a pas de souci, tout est possible. Et pour revenir juste sur le sac, sur les évolutions qu'on voulait faire, je pense que d'ici 1 an, on aura trouvé un moyen de le rendre isotherme. Ça, ce serait, je pense, très très bénéfique. Sympa, ouais. Ce sera un peu plus cher, évidemment, mais notamment avec la chaleur qu'on peut avoir en été et le fait que les gens aiment bien consommer la bière fraîche en été, il y a, je pense, quelque chose à faire. Là, tu prends ta bière fraîche dans ton frigo, tu la mets dans ton sac isotherme, tu pars te poser dans un parc avec des amis et tu sors tes bières fraîches. Et t'es le boss. C'est top. T'es le boss. Et t'es le boss, ouais. T'es le boss, tu refais tout le pique-nique de tout le monde. Ouais, ce serait vraiment pas mal. Et ouais, le décapsuleur isotherme, et puis c'est déjà pas mal. La solidité du sac est pas mal. Je pense qu'on va rester là-dessus en termes de matériaux, etc. Il y aura sûrement des idées qu'on aura au fur et à mesure, mais ouais. Si quelqu'un a des tips pour un décapsuleur français qui irait bien avec le sac, on prend à 100%. Et on disait quoi pour la vente en ligne? Ouais, sur le site, à l'unité 2-4. Eh bien, vous commandez votre sac. Alors, est-ce qu'on a laissé la création d'un compte client ou pas? Moi, je vous conseille de créer un compte client sur le site, comme ça, si jamais il y avait quoi que ce soit, on pourrait vous retrouver facilement. Vous commandez, vous payez, carte bleue, PayPal. Et ça arrive directement, comme je disais, dans votre boîte aux lettres, donc pas besoin d'attendre le livreur. Ça en enveloppe, c'est dans une enveloppe qui rentre dans votre boîte aux lettres. Donc il n'y a pas à attendre le livreur, même si vous êtes au travail toute la journée ou que je sais pas quoi, ou que vous n'êtes pas là et que vous voulez vous le faire livrer, le retrouver au retour des vacances. Le truc vous attendra bien sagement dans votre boîte aux lettres et il n'y a pas de... Ça évite tout un tas de galères, de chronopost, le livreur qui nous appelle alors qu'on fait un autre truc... si on dit que non, on peut pas être là, ok, ce sera dans une semaine. Enfin voilà. À récupérer dans un point relais. C'est l'avantage du sac qui se plie en fait très facilement. Donc comme je disais, qui rentre dans une poche, il est expédié à plat, clean, et vous le recevez dans la boîte aux lettres dans un calme absolu. Est-ce qu'il y a d'autres versions prévues? Alors on a parlé de versions avec des accessoires, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres couleurs, d'autres capacités? On va avoir des sacs avec des logos. Des collaborations qu'on fait avec la personne qui nous fait la linographie, qui nous a proposé plusieurs designs et qu'on est en train de sélectionner et de mettre en place. Ce que j'ai vu. Ce que tu as vu. Ouais. Donc il y a des designs un peu floraux, un peu plus géométriques certains. Ça va être teasé sur la page Instagram, donc n'hésitez pas à aller liker la Sacherie Parisienne sur Instagram. On va tenir au courant de toutes les nouveautés. On n'avait pas fait trop de communication pendant 1 an parce que comme on n'était pas à temps plein, on ne voulait pas non plus vendre quelque chose qu'on n'était pas capable d'assumer. Mais là maintenant on est à temps plein dedans, donc on a plein de trucs qui arrivent, les sacs avec des logos sympas, des couleurs pourquoi pas. Là on s'est arrêté sur le bleu parce qu'on trouve que la couleur est top. Ouais. La couleur est sobre. Pour autant joli, c'est pas aussi triste que le noir. Ça va très bien avec le noir des sangles et avec le petit bleu, le petit doré un peu doré cuivré des rivets. Mais pourquoi pas d'autres couleurs, d'autres tailles. On va faire probablement le sac pour les bières plus grandes, donc les 75 et les 50. Ouais. Oui, du coup, un format peut-être pour les bouteilles un peu plus... et puis pourquoi pas pour les bouteilles de vin, puisque finalement, une bière... maintenant, il y a des bières qui sont si jolies qu'on dirait des bouteilles de vin. Nous, on a fait les podcasts, notamment avec Brasserie Ammonite, qui fait tout en 75 centilitres. Il fait en format bouteille champenoise. Donc, je sais pas si... Tu vois, les bouteilles... Alors, les bouteilles de vin, c'est vrai qu'on a des bouteilles qui sont un peu plus fines que les bouteilles champenoises, mais...
Les bouteilles à bière ressemblent effectivement souvent aux bouteilles de champagne, finalement. Ouais, en format, elles sont un peu plus avec larges. Une base un peu plus large, un peu plus mastoc, on va dire. Mais ouais, clairement, on espère couvrir un jour l'ensemble du segment, bien sûr. Mais bon, il faut aussi être réaliste. Pour l'instant, la 33, ça reste quand même la bière, notamment dans la craft, Bah ouais, 33 canettes maintenant, c'est le standard. Tu couvres une grande majorité. Ouais. C'est le standard. Après, le format grande bouteille, quand tu vas chez les potes avec des bouteilles à partager, c'est sympa aussi. Ouais, complètement. Complètement. Ou même quand toi, tu fais un peu des stocks un peu plus conséquents que pour une soirée, tu te dis, bah en fait, au lieu de prendre 3 33 qui vont faire une soirée, je vais prendre une 75. Donc, ouais. Et puis, effectivement, toutes les brasseries font pas les mêmes choix. Il y a des brasseries qui sont arrêtées sur des formats 33, il y en a qui sont arrêtées, comme tu dis, sur des 75, sur des plus grands formats. Donc il faut qu'on arrive à fournir une solution à tout le monde. Complètement. Et du coup, là, je passe un peu du coq à l'âne, mais tu disais on va pouvoir... Enfin, on peut déjà acheter tes sacs sur ton site. Ouais. Est-ce qu'on peut les acheter en physique, en cave et compagnie? Alors, on parlait de la biérocratie, je sais pas s'ils en ont encore. Moi, je saurais que vous conseiller d'aller chez Biérocratie pour la bière. Ils ont une super sélection et ils sont adorables en plus. 27 rue de l'Espérance, dans le 13e à Paris. 13e, ouais. Je crois que c'est le 27. Je m'en veuillez pas si c'est pas ça, mais c'est rue de l'Espérance dans le 13e. C'est les personnes les plus top qu'on ait rencontrées jusqu'à présent dans notre aventure. Et puis, probablement les bières les plus sympas qu'on nous ait conseillées. Donc allez chez eux. Et puis sinon, dans nos clients qui nous ont fait des grosses commandes, vous pouvez trouver chez Sport, Brasserie Sport, qui est dans l'ouest. Je pense que c'est à 100 km à l'ouest de Paris. Et ils ont un site internet, il me semble. Pareil, hyper sympa. Les bières Sport sont vraiment très cool. Les designs des bouteilles Sport, je ne sais pas si tu les connais. Ouais, je vois. Ils ont les corails, etc., qui sont vraiment, vraiment très sympas au look. Et Outland, donc comme j'ai dit, Yann d'Outland. À Fontenay, non, c'est ça? Qui sont à Fontenay. Pareil, et eux, Yann, je me souviens quand on s'est appelé la première fois, on a passé 2 heures au téléphone, tellement moi j'étais avide de ce qu'il pouvait m'apprendre sur toute la craft, le monde de la craft est bourré d'entrepreneurs. On ne parle pas d'entreprises qui ont 50 ans, qui ont 100 ans, on parle d'entreprises qui ont 10, 15 ans pour les plus vieilles. Et la plupart ont 3-4 ans. Si vous regardez sur Instagram, il y a un boom de la bière craft. Enfin bon, je ne vous l'apprends pas, vous êtes passionnés plus que moi, certains, la plupart des auditeurs, j'imagine. Et donc, il y a un boom incroyable d'entrepreneuriat, de débrouille, de réseaux qui se mettent en place sans concurrence, où les brasseries se font des collabs entre elles. Je trouve ça hyper sain comme domaine d'entrepreneuriat, puisque les gens sont... ça se tire pas dans les pattes. Non, ça se tire vers le haut. Même l'inverse, ouais. Ça se tire vers le haut au lieu de se tirer dans les pattes. Je trouve ça incroyable que des gens qui font la même chose se disent oui, on fait la même chose, mais pas de la même manière. Donc, on vend pas le même produit. On a le même cœur de métier, mais chacun le fait à sa manière. Tu disais tout à l'heure, il y a le caractère ultra régional en plus. Donc et le caractère régional. Tu pas les mêmes personnes dans le même secteur. Donc, tu peux pas bouffer le marché de la bière locale si t'es pas dans la même localité. Donc complètement, c'est un super milieu. Donc nos 3 gros clients pour l'instant ont été Outland, où vous pouvez retrouver les sacs. Ils ont une vente à la brasserie à Fontenay. Sport, je pense, sera plutôt sur le site internet. Je ne sais pas s'ils vendent les sacs sur internet, mais allez faire un tour sur leur site de toute façon. Et puis Biérocratie dans le 13e. En espérant qu'il y en ait bien d'autres. Et en espérant que beaucoup de gens en commandent. On est en contact là en ce moment avec pas mal de gens qui, notamment par les sacs qu'on a déjà vendus, ont vu le sac. Et puis à chaque fois que quelqu'un nous contacte en nous disant on a trouvé votre sac joli, on aimerait en avoir un, même si ça aboutit pas sur une commande, c'est une victoire d'une certaine manière. C'est une satisfaction personnelle et professionnelle de se dire que le produit il plaît. Il y a vraiment un besoin. Peut-être qu'on ne s'entend pas sur, j'en sais rien, sur les volumes, ou que l'offre ne correspond pas exactement, ou que c'est compliqué, que ce n'est pas la priorité de la brasserie à ce moment-là. Peu importe. Nous, à chaque fois qu'on nous dit que le produit au moins intéresse quelqu'un, c'est une victoire. Je remercie toutes les personnes qui ont porté de l'intérêt à ça. Et, Biérocratie particulièrement, qui c'est les premiers, en fait. Ça a été les premiers à nous faire confiance et qui ont été une vitrine... assez incroyable, puisque en fait on ne le savait pas, mais ils sont très respectés dans le milieu de la bière parisienne, de la craft. On ne le savait pas du tout.
Ça se voit, ils font beaucoup de choses sur le milieu de la craft parisienne. Ouais, ils font ils des font collabs des avec la événements, brasserie ils font des Net, ils collabs, font plein de choses. Ils font des trucs vraiment super. Et on le savait pas, et donc on était d'autant plus fiers a posteriori tout simplement qui nous vendent dans leur boutique, tout simplement. Super. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter? Parce que je te remercie énormément pour le temps qu'on a pu passer, que ce soit là en podcast ou tout simplement avant, quand on a fait les sacs, voilà, j'ai vu que tu étais un gros passionné, que tu t'intéressais aux gens aussi, que tu avais vraiment cherché à un peu voir la philosophie de notre je trouve ça très important de voir la philosophie derrière, parce que si tu as un produit qui derrière n'a pas la philosophie qui pour moi est en accord avec le milieu de la craft, c'est pas intéressant, tu vois. Et là je vois que derrière il y a vraiment cette philosophie, quoi. C'est craft, des sacs craft pour mettre des bières craft au final. Complètement, c'est exactement ça. Et du coup je vous remercie ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Si vous pouviez aller mettre un like sur Instagram, ce serait même un like ou un partage, je ne saurais pas vous remercier assez pour ça. Si vous commandez des sacs, ils passent tous entre mes mains, donc je serais super fier de les fabriquer pour vous. Et puis un merci si vous pouvez liker la page Instagram, en parler autour de vous, à vos passionnés vos amis passionnés, ceux qui s'y connaissent moins. Voilà, on est plein de bonne volonté et on est hyper transparent, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur Instagram. Je vous promets une honnêteté totale, comme j'ai essayé de faire. Comme j'ai fait durant tout le podcast. On est honnête. Et puis ça nous permet d'être confiants, en fait. En étant honnête, on n'a rien à cacher. Donc comme on n'a rien à cacher, on ne cache rien. Tranquillité d'esprit, tranquillité d'action. Tout est bien. Et comme d'habitude, du coup, il y aura tous les liens dans le descriptif du podcast. Le site, l'Instagram, la page Facebook aussi, je crois qu'il y a une page Facebook. Donc tout sera en description du podcast. Et le concours à venir, restez connectés pour ça, pour recevoir le sac. Ouais, il y aura 10 sacs à gagner. Au logo Siroton le houblon. Et la sacherie. Et voilà, pour ceux qui ont envie de découvrir les sacs, avoir une chance d'en gagner, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, à suivre du coup sur Instagram pour le concours. Et voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci. Merci de m'avoir reçu. Et moi aussi, je vais faire mon quémandage de like. N'hésitez pas à aller surtout sur les applications de podcast, Apple Podcast, Podcastix, ce genre de choses, à laisser un petit commentaire, une note sympathique. Ouais, c'est super important ça aide pour le référencement sur les plateformes de podcast. Moi, je le vois quand on a des épisodes qui marchent bien et qui ont des bons retours au niveau de notes et commentaires derrière. Notamment sur Apple Podcast, qui est un peu le gros, c'est le gros du podcast. Voilà, eux, ils hébergent rien, mais ils ont tout le référencement derrière. Et si t'es pas référencé chez eux, t'es référencé quasiment nulle part, parce qu'il y a plein d'applis qui se basent sur le référencement Apple pour mettre en avant. J'ai vu que t'as une chaîne YouTube aussi. Ouais, du coup, maintenant, je les mets aussi sur YouTube pour ceux qui veulent les trouver. Parce que moi, je suis en accro de YouTube, et moi, je les écoutais sur YouTube, tes trucs. Ouais, voilà. Du coup, ils sont partout sur Apple Podcast et toutes les applis podcast. On est sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Vous avez aucune excuse. Ouais, non, voilà, on nous trouve partout, il faut écouter. Et voilà, encore un mini-zode qui, ce coup-ci, dépasse l'heure. Voilà. C'est ma faute, j'ai été trop long peut-être. Non, mais je pense que c'est le format, le mini-zode à 1 heure, l'épisode standard à 2-3 heures. Voilà. 1 heure, c'est bien, on est dans les cordes. Est-ce que mini-zode est encore le bon terme? Je sais pas, mais... Est-ce que ce serait pas épisode de base super et maxi-épisode? Peut-être qu'on fera ça pour l'avenir. En tout cas, merci beaucoup Constant, et à bientôt pour un prochain épisode. À plus. Salut.